Dans une société qui se veut inclusive auprès des personnes atteintes d'un handicap, l'Association départementale pour l'éducation spécialisée des enfants et adolescents déficients auditifs souhaite chaque jour accompagner les jeunes déficients auditifs dans leur scolarité. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Karine Gratte-Cap, présidente d'Adesda 78. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors Adesda œuvre pour l'éducation spécialisée des enfants et adolescents déficients auditifs dans les Yvelines. Quelles sont vos différentes missions ? Alors la mission principale est essentiellement sur l'accompagnement scolaire et social des enfants sourds par en fait l'oralisation. Donc en fait généralement les enfants arrivent chez nous suite à notification de la MDPH, donc de la maison départementale pour l'autonomie des personnes handicapées. Et après ça, en fait, les parents rentrent dans un cycle enfant, bien évidemment, la famille, dans la globalité, parce qu'on prend en compte tout le monde au sein de la famille. L'enfant, en fait, rentre dans une prise en charge globale et pluridisciplinaire au sein de nos services. Et donc, de 0 à 20 ans. Mais généralement, on les accueille tout bébé. On les prend tout bébé et ensuite on fait un travail d'accueil. Vous les suivez tout le long de leur parcours, de leur scolarité, en fonction en fait des besoins de chaque enfant. Parce que chaque enfant, bien évidemment, est unique et chacun n'évolue pas de la même façon. Et comment se compose l'équipe de l'association ? Est-ce qu'il y a des bénévoles ? Alors à la base, en fait, l'Adesda a été créée en 1984 par une maman qui souhaitait justement des prises en charge pluridisciplinaires autour de son enfant plutôt que d'aller courir après chaque professionnel et qu'il n'y ait aucune communication entre eux. Donc en fait, on est à la base une association de parents bénévoles, gestionnaires de services médico-sociaux. Donc ça veut dire qu'on est des parents bénévoles. Moi, donc je suis la présidente de cette association et j'ai donné pouvoir à une directrice qui gère 3 établissements médico-sociaux et en tout nous avons donc du coup 37 professionnels sur 3 services sur le département. Et quels sont vos objectifs et vos ambitions pour les enfants et adolescents déficients auditifs ? Concrètement, c'est simplement l'inclusion scolaire et sociale de nos enfants. C'est-à-dire que comme tout un chacun, toute personne en situation de handicap, normalement, depuis la loi de 2005, doit bénéficier, doit pouvoir avoir accès à tout et bénéficier aussi d'une scolarité des plus normales. Donc plutôt que d'envoyer nos enfants dans des instituts comme il se faisait il y a de très nombreuses années, et encore même maintenant, on souhaite qu'ils puissent suivre une scolarité normale, être inclus avec d'autres enfants de leur âge. Et comment est-ce que vous accompagnez justement l'enfant et la famille lorsqu'on fait appel à votre association ? Alors il y a deux champs distincts, c'est-à-dire que nous en tant que parents bénévoles, gestionnaires de l'association, on accompagne les familles sur, on va dire, un plan plus, plus de loisirs. Oui, vraiment dans le champ du plaisir. Et les professionnels des services accompagnent vraiment dans le cadre de l'administratif, du scolaire, du psychologique aussi, parce qu'il y a des besoins psychologiques quand même réguliers, avec mettre en place tout ce qui s'articule autour de l'enfant, que ce soit pour les prises en charge médico-sociales, donc le soin, ou alors justement la prise en charge de la famille. Et c'est une globalité qu'on offre aux parents et aux enfants au sein des services. Mais aussi, nous, l'association, on œuvre aussi pour faire connaître l'association sur le département, sur l'Île-de-France, parce que malheureusement, il y a très peu d'associations qui prennent en charge les familles dans leur globalité et en surdité. Parce que la surdité, effectivement, handicap dit invisible et handicap très peu, connu, mais méconnu quand même. Et c'est ce que vous disiez aussi, donc il y a ce côté scolarité et l'inclusion dans la scolarité en fait pour l'enfant, mais il y a aussi le plaisir, la culture et le divertissement. C'est aussi quelque chose d'important dans votre association ? Pour l'instant non, parce qu'on avait plus au départ axé effectivement sur la prise en charge au niveau scolaire et social, mais moi, en fait, mon désir en tant que présidente et le travail du coup que j'essaye de mettre en place avec les administrateurs de l'association, tous donc parents bénévoles, c'est de pouvoir effectivement ouvrir un peu le champ à toutes ces familles et à nos enfants, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là que pour du soin, on peut aussi vous proposer des spectacles, des sorties, des pique-niques, donc
c'est en élaboration, c'est en cheminement dans nos têtes. Donc c'est pas encore du concret, mais voilà, on aimerait faire un peu plus aussi de temps, je veux dire, de pause. C'est-à-dire, parce qu'en fait, il faut savoir que une fois qu'on rentre à la DESDA, mais même avant, c'est-à-dire que quand un diagnostic de surdité est posé chez un enfant, on rentre dans une spirale de soins, de rendez-vous médicaux. J'ai l'habitude de dire la tête dans le guidon, en fait. Ouais. Ce qui fait qu'on a besoin de temps aussi on se pose. Souffler un petit peu. On souffle. La scolarité est une période importante dans la vie d'un enfant. De 3 à 16 ans, l'école est obligatoire. Et pour les enfants et adolescents déficients auditifs, il existe une éducation spécialisée. Quel est le principe de cette éducation spécialisée ? Alors, je dirais que c'est assez... Elle est moins spécialisée qu'elle pouvait être avant, parce qu'effectivement, avant, l'éducation des enfants sourds, ils n'étaient pas inclus, en fait. Ils restaient dans des instituts pour sourds, pour même beaucoup, mais ça, il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, ils étaient envoyés en internat, très tôt, très jeunes, dans des instituts qui en fait gardaient les enfants à l'année. Les parents, pour pouvoir voir leur enfant, devaient demander une autorisation écrite pour qu'ils puissent le récupérer une semaine ou un week-end pendant certaines vacances. C'était assez violent quand même. Donc en fait, on parquait les sourds dans des instituts et puis non, on veut surtout pas vous voir signer dans les rues, vous signez qu'entre vous. Enfin, c'était assez violent. Là maintenant, nous, ce qu'on souhaite, on rentre plus dans on est dans une politique d'inclusion. Donc c'est vrai que nos enfants, arrivés à 3 ans, vont dans leur école maternelle de quartier. Voilà, des choses se mettent en place. Il y a différents dispositifs au sein de l'Éducation nationale et de la Maison départementale de l'autonomie pour que ces enfants puissent suivre une scolarité en inclusion. Mais il y a aussi de l'inclusion, mais il y a aussi effectivement d'autres dispositifs quand ces enfants ne peuvent pas être inclus dans leur classe dans leur école de quartier. Et justement, quels sont ces différents dispositifs ou les différentes scolarisations proposées aux enfants déficients auditifs ? Alors, il y a tout d'abord, on les inclut forcément. Ils sont inscrits dans leur école de quartier, pour la plupart. Quand cela est possible, c'est-à-dire quand l'enfant peut suivre une scolarité normale et quand bien évidemment l'éducation nationale et l'enseignant qui l'a en classe met en place on va dire des choses, enfin pas des choses, mais en place, non pas forcément de cours spécifiques, mais c'est des choses simples à mettre en place, surtout quand ils sont petits. Ouais. Il n'y a pas de grosses contraintes, je veux dire, au sein d'une classe pour mettre, parce qu'en fait nous tous les enfants qu'on suit à la DESDA sont appareillés ou implantés cochléaires, c'est-à-dire qu'ils entendent correctement. Après, comprendre, c'est autre chose, mais ils entendent, ils peuvent suivre dans une classe d'âge pour peu qu'on mette en place, qu'on prenne en compte leurs besoins et leurs difficultés. J'ai perdu le fil du début de votre question. C'était les différentes, les différentes scolarisations ou dispositifs. Voilà. Donc généralement, ils sont soit en inclusion totale, soit intégrés dans leur classe de quartier, leur école de quartier, soit en fait sur notification MDPH, les parents demandent un dispositif qu'ils puissent bénéficier du dispositif Ulysse. Ce sont des classes en fait par petits groupes, maximum 12 enfants, au sein d'une école, nous donc sur le champ de la surdité. Et ces enfants en fait donc sont scolarisés dans cette école où il y a un dispositif Ulysse, une classe Ulysse. Et c'est une scolarité à la carte, c'est-à-dire qu'en fonction de leurs difficultés, en fonction de leurs besoins, ils vont être soit dans leur classe d'âge, avec leurs copains entendants, soit en fait dans la classe avec l'enseignante spécialisée, par petits groupes, pour travailler les matières pour lesquelles ils ont plus de besoins et de difficultés. Donc là, c'est vraiment à la carte. Et puis après, on a effectivement les institutions, les instituts, les INJS, IJS, Institut pour jeunes sourds. Ici, nous, c'est Bourg-la-Reine, dans le 92. Donc du coup, il y a généralement, ce sont, on va dire, les 3 axes de scolarisation des enfants sourds. Et là, actuellement, il y a à peu près combien d'enfants à la DESDA ? Alors, on a une capacité d'accueil de 116 enfants. Okay. Mais c'est une file active, on va dire. On peut en avoir plus, on peut en avoir moins. On fait vraiment en fonction des besoins de chacun, des familles qui nous sollicitent aussi.
mais voilà, on a une Et capacité d'accueil de 116 si on a des enfants. questions, on n'hésite pas à prendre contact avec vous. Merci beaucoup, Karine Gradcap, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.